Chapitre 2. J'écris ce mémoire dans ce qui reste de la bibliothèque de mes parents, où la persévérance des poissons d'argent ne tardera pas à faire s'écrouler les rayonnages. Au bout du compte, pour ce que j'ai encore à faire dans ce monde, je pourrais me contenter de ma batterie de dictionnaires, des 2 premières séries des Episodios Nacionales de Don Benito Pérez Galdós et de la Montagne magique, qui m'a appris à comprendre les humeurs de ma mère, altérées par la phtisie. À la différence des autres meubles, et de moi-même, le bureau sur lequel j'écris semble se bonifier avec le temps, parce qu'il a été fabriqué en bois noble par mon grand-père, charpentier de marine. Même quand je n'ai pas besoin d'écrire, je le range chaque matin avec cette discipline désinvolte qui m'a fait perdre tant d'amour. À portée de main, j'ai mes livres complices. Les 2 tomes du Primer Diccionario Ilustrado de la Real Academia, dans l'édition de 1903, le Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Don Sebastián de Covarrubia, en cas de doute sémantique, la grammaire de Don Andrés Bello, comme il se doit, le Nouveau Diccionario Ideológico de Don Julio Casares, surtout pour les antonymes et les synonymes, le Vocabulario de la Lingua Italiana de Nicola Zingarelli, pour me rapprocher de la langue de ma mère que j'ai apprise au berceau, et le dictionnaire de latin, que je considère comme ma langue d'origine, pour être la mère des 2 autres. À gauche de ma table de travail, j'ai toujours 5 feuilles de papier in quarto pour ma colonne dominicale et la corne avec de la poudre à sécher que je préfère au tampon buvard moderne. À droite, le calmar et le porte-plume à manche en bois et plume d'or, car j'écris encore à la main, de cette calligraphie romantique que m'a enseignée Florina de Dios, afin que je ne copie pas celle académique de son époux, notaire et comptable, agréé jusqu'à son dernier souffle. Il y a longtemps qu'au journal nous avons l'obligation d'écrire à la machine pour mieux calibrer le texte sur les plombs de la linotype et mieux dessiner la maquette, mais je ne me suis jamais fait à cette mauvaise habitude. J'ai continué d'écrire à la main et de transcrire à la machine en picotant les touches comme une poule laborieuse, car j'ai l'honneur ingrat d'être le plus vieil employé. Aujourd'hui, retraité mais invaincu, je jouis du privilège sacré d'écrire chez moi, le téléphone décroché, pour que personne ne me dérange, et sans censeur pour épier par-dessus mon épaule ce que j'écris. Je vis sans chien, ni oiseau, ni domestique, excepté la fidèle Damiana, qui m'a prêté les secours les plus invraisemblables et qui continue de venir 1 fois par semaine pour faire ce qu'il faut faire, même dans l'état où elle est, Kakoshim et la vue courte. Ma mère, sur son lit de mort, m'avait supplié de me marier jeune avec une femme blanche et d'avoir au moins 3 enfants, dont une petite fille qui porterait son nom, c'est-à-dire celui de sa mère et de sa grand-mère. Je voulais exaucer son vœu, mais j'avais une idée si large de la jeunesse que je n'ai jamais eu l'impression qu'il pouvait être trop tard. Jusqu'au jour où, un midi caniculaire, alors que j'étais chez les Palomares de Castro, à Pradomar, je me suis trompé de porte et j'ai surpris Ximena Ortiz, la plus jeune de leurs filles, nue, en train de faire la sieste dans la chambre d'à côté. Elle était allongée, dos tourné à la porte, et le mouvement de sa tête pour me regarder par-dessus son épaule a été si rapide que je n'ai pas eu le temps de m'esquiver. « Excusez-moi » ai-je balbutié sur le point de rendre l'âme. Elle a souri, s'est retournée avec une volupté de gazelle et s'est montrée à moi dans sa complète nudité. Toute la pièce était saturée de son intimité. À vrai dire, elle n'était pas tout à fait nue, car elle avait à l'oreille une fleur vénéneuse aux pétales orangés, comme l'Olympia de Manet, et portait comme elle une gourmette en or au poignet droit et une rivière de perles menues. Je me suis dit que plus jamais il ne me serait donné de contempler une image si troublante, et aujourd'hui je puis attester que j'avais vu juste. J'ai claqué la porte, honteux de ma maladresse et déterminé à l'oublier. Mais Ximena Ortiz m'en a empêché. Elle m'envoyait des messages par l'intermédiaire d'amies communes, billets aguichants, menaces brutales, tandis que le bruit se répandait que nous étions fous d'amour l'un pour l'autre, alors que nous n'avions pas échangé un mot. Il m'était impossible de résister. Elle avait des yeux de chatte sauvage, un corps aussi provoquant vêtu que dévêtu, et une luxuriante et chatoyante chevelure d'or, dont les effluves de femme me faisaient pleurer de rage sur mon oreiller. Je savais que ce ne serait jamais de l'amour, mais l'attirance satanique qu'elle exerçait sur moi était si flamboyante que je tentais de me soulager avec n'importe quelle greluche aux yeux verts que je croisais en chemin. Incapable d'éteindre le feu de son souvenir dans le lit de Pradomar,
j'ai déposé les armes avec une demande en mariage en bonne et due forme, échange d'anneaux et annonce de noces avant la Pentecôte. La nouvelle a fait plus de bruit au Barrio Chino qu'au club social. D'abord il y a eu des railleries, puis une contrariété certaine de la part des professionnels qui voyaient le mariage comme un état moins sacré que ridicule. Mes fiançailles se sont déroulées selon tous les rites de la morale chrétienne, sur la terrasse aux orchidées d'Amazonie et aux fougères suspendues de la maison de ma promise. J'arrivai à 7 heures du soir, vêtu de lin blanc, avec un cadeau quelconque, babiole artisanale ou chocolat suisse, et nous bavardions moitié en code, moitié en clair jusqu'à 10 heures, sous la garde de la tante Argénida, qui s'endormait au premier battement de paupières comme tous les chaperons de romans de l'époque. Mieux nous nous connaissons, plus Ximena devenait vorace. Elle se délestait de ses corsets et de ses jupons à mesure que venaient les chaleurs de juin, et il était facile d'imaginer le pouvoir dévastateur qu'elle devait avoir dans la pénombre. Au bout de 2 mois de fiançailles, nous n'avions plus rien à nous dire, et elle a abordé le sujet des enfants sans un mot, en tricotant des petits chaussons de laine. En fiancée gentille, j'ai appris à tricoter avec elle, et c'est ainsi que se sont enfuies les heures inutiles qui nous séparaient de nos noces. Moi tricotant des petits chaussons bleus pour un garçon, et elle des roses pour une fille. Restait à voir qui aurait raison. Jusqu'au moment où il y en a eu assez pour une 50aine de bébés. Avant 10 heures, je montais dans une calèche et j'allais dans le Barrio Chino passer la nuit dans la paix des vivants. Les fêtes tumultueuses qu'on me faisait dans le Barrio Chino pour enterrer ma vie de garçon étaient à l'opposé des soirées oppressantes du club social. Un contraste qui m'a permis de savoir lequel des 2 mondes était en réalité le mien, et donner l'illusion que c'étaient les 2, mais chacun à des heures différentes, car dans l'un je voyais l'autre s'éloigner, et vice-versa, avec les soupirs déchirants de 2 bateaux qui se séparent en haute mer. La veille du mariage, le bal du Poder de Dios s'est achevé par une cérémonie qui n'avait pu surgir que de l'imagination d'un curé espagnol embourbé dans la concupiscence, lequel avait revêtu toutes les filles de voile et de fleurs d'oranger afin de me les donner en mariage par un sacrement universel. Ce fut une nuit de grand sacrilège, au cours de laquelle 22 d'entre elles m'ont juré amour et obéissance, et moi fidélité et protection jusqu'à l'au-delà de la tombe. Le présage de quelque chose d'irrémédiable m'a empêché de fermer l'œil. Dès l'aube, j'avais commencé de compter les heures à l'horloge de la cathédrale, jusqu'aux 7 terribles coups où je devais être dans l'église. La sonnerie du téléphone a retenti à 8 heures. Longue, tenace, imprévisible, pendant plus d'1 heure. Je n'ai pas répondu et j'ai même cessé de respirer. Peu avant 10 heures, on a tout d'abord frappé à la porte à coups de poing, puis appelé avec des cris et des éclats de voix connus et abominés. J'ai eu peur que, redoutant un accident grave, on enfonce la porte. Mais vers 11 heures, la maison a été plongée dans ce silence horripilant qui succède aux grandes catastrophes. Alors j'ai pleuré pour elle, et pour moi, et j'ai prié de toute mon âme pour ne plus jamais me trouver sur son chemin. Un saint a dû m'entendre à demi, car Ximena Ortiz a quitté le pays le soir même et n'est revenue qu'une 20aine d'années plus tard, bien mariée, avec les 7 enfants qui auraient pu être les miens. Après cet affront public, j'ai eu grand-peine à conserver mon poste et ma colonne au Diario de la Paz. Cependant, ce n'est pas pour cette raison que mes articles ont été relégués en page 11, mais à cause de la fougue avec laquelle le XXe siècle a fait irruption. Le progrès est devenu le mythe de la ville. Tout a été chamboulé. Les avions ont volé et un homme d'affaires, en jetant un sac de lettres depuis un junker, a inventé la poste aérienne. Seule ma chronique dans le journal est restée inchangée. Les nouvelles générations lui sont tombées dessus à bras raccourcis comme sur une momie du passé qu'il fallait anéantir, mais j'ai continué à l'écrire sur le même ton, sans concession contre les vents de la rénovation. J'étais sourd à tout. J'avais 40 ans, et les jeunes rédacteurs la surnommaient la chronique du Moudara le bâtard. Le directeur d'alors m'a convoqué dans son bureau et m'a sommé de me mettre au diapason des nouveaux courants. Sur un ton solennel, comme s'il venait de l'inventer, il m'a dit « Le monde va de l'avant !» « Oui, ai-je répondu, il va de l'avant, mais en tournant autour du soleil. » J'ai conservé ma chronique dominicale parce qu'il n'avait pas trouvé d'autres bâtonneurs de dépêche. Aujourd'hui, je sais que j'avais raison, et pourquoi.
Les adolescents de ma génération qui croquaient la vie à belles dents ont été corps et âme le jouet des illusions de l'avenir, jusqu'au jour où la réalité leur a montré que les lendemains n'étaient pas tels qu'ils les avaient rêvés. Et ils ont découvert la nostalgie. Mes chroniques dominicales étaient là, tel un vestige archéologique parmi les décombres du passé, et ils se sont aperçus qu'elles n'étaient pas destinées qu'aux vieux, mais aussi aux jeunes qui n'avaient pas peur de vieillir. Alors elles sont revenues en page éditoriale, et pour les occasions exceptionnelles, en page 1. À qui m'interroge, je réponds toujours la vérité. Les putes ne m'ont pas laissé le temps de me marier. Cependant, je crois reconnaître qu'il m'a fallu attendre le jour de mes 90 ans pour trouver cette explication en sortant de la maison de Rosa Cabarca, déterminé à ne plus jamais provoquer le destin. J'avais le sentiment d'être un autre. La vue des hommes de troupes postés devant les grilles qui entourent le parc m'a contrarié. J'ai trouvé Damiana à quatre pattes dans le salon en train de frotter le carrelage, et la jeunesse de ses cuisses, à son âge, a suscité en moi un tremblement d'une autre époque. Elle a dû le sentir car elle a tiré sur sa jupe. Je n'ai pu résister à la tentation de lui demander « Dis-moi une chose, Damiana. De quoi te souviens-tu » ?»« Je ne me souvenais de rien, a-t-elle dit. Mais votre question me rend la mémoire. » J'ai senti ma poitrine se crisper. « Je ne suis jamais tombé amoureux, ai-je dit. » Elle a répliqué du tac au tac. « Moi si. » Et elle a ajouté, sans interrompre son travail, « À cause de vous. J'ai pleuré pendant 22 ans. » Mon cœur a fait un bond. J'ai cherché une sortie honorable. Nous aurions été bien appariés tous les deux. C'est mal de me dire ça maintenant, a-t-elle répondu. Ça ne me sert même plus de consolation. Au moment de partir, elle m'a confié sur le ton le plus naturel « Vous ne me croirez pas, mais je suis encore vierge. » Dieu merci. Peu après, j'ai découvert qu'elle avait laissé des bouquets de roses rouges dans toute la maison et une carte sur mon oreiller. Je vous souhaite d'arriver jusqu'à 100 ans. Un mauvais goût dans la bouche, je me suis assis pour continuer l'article que j'avais laissé en chantier la veille. Je l'ai terminé d'une seule traite en moins de 2 heures, et j'ai dû tordre le cou aux muses pour me l'arracher des tripes sans qu'on remarque mes larmes. Puis, cédant à une inspiration soudaine, j'ai décidé de le parachever en annonçant qu'avec lui, je mettais avec bonheur un point final à une vie longue et digne, sans être pour autant condamné à mourir. Mon objectif était de le laisser à la réception du journal et de rentrer chez moi. Mais je n'ai pas pu. Le personnel au complet m'attendait pour célébrer mon anniversaire. L'immeuble était en travaux, il y avait des échafaudages et des gravats dans tous les coins, et on avait suspendu le travail à cause de la fête. Sur un établi se trouvaient des boissons et des présents enveloppés dans du papier cadeau. Étourdi par les flashs, j'ai dû poser pour toutes les photos souvenirs. J'ai été content de trouver là des journalistes de la radio et de la presse écrite de la ville. La Prensa, journal du matin conservateur, El Heraldo, quotidien libéral du matin, El Nacional, journal du soir à sensation qui essayait de faire oublier les troubles de l'ordre public en publiant des feuilletons à l'eau de rose. Rien d'étonnant qu'ils aient tous été là. Car dans l'esprit de la ville, il a toujours été de bon ton que la troupe conserve intactes ses amitiés, tandis que les maréchaux menaient la guerre éditoriale. Il y avait aussi, en dehors de ses heures de bureau, le censeur officiel Don Geronimo Ortega, que nous surnommions l'abominable homme de 9 heures. Car chaque soir, il arrivait à 9 heures pile avec son crayon sanguignolant de satrape conservateur. Il restait là jusqu'à être sûr que dans l'édition du lendemain, pas un seul mot suspect ne lui échappait. Il éprouvait pour moi une aversion particulière à cause de mes fautes de grammaire, ou parce que j'utilisais des mots italiens sans guillemets ni italiques quand ils me semblaient plus expressifs que le vocabulaire espagnol, comme ce devait être l'usage entre langues siamoises. Après l'avoir subi pendant 4 ans, nous avions fini par l'accepter comme notre mauvaise conscience à tous. Les secrétaires ont apporté au salon un gâteau avec 90 bougies allumées qui m'ont confronté pour la première fois au nombre de mes années. J'ai dû ravaler mes larmes quand ils ont entonné le joyeux anniversaire, et j'ai eu, sans raison particulière, une pensée pour la petite. Ce n'était pas de la rancœur, mais un sentiment de compassion tardive pour une créature que j'espérais bien effacer à jamais de ma mémoire. Quand l'ange eut passé,
Quelqu'un m'a tendu un couteau pour que je coupe le gâteau. Par crainte des moqueries, personne n'a osé improviser de discours. J'aurais préféré mourir plutôt que d'y répondre. À la fin des festivités, le rédacteur en chef, pour qui je n'avais jamais vraiment ressenti une grande sympathie, nous a rendus à l'inclémente réalité. Et à présent, illustre nonagénaire, où est votre article ? La vérité, c'est que tout l'après-midi, je l'avais senti brûler comme une braise dans ma poche. Mais l'émotion avait été si forte que je n'avais pas eu le courage de gâcher la réunion par l'annonce de ma démission. J'ai dit « Pour une fois, il n'y en a pas ». Ce manquement, considéré comme inadmissible depuis le siècle précédent, a contrarié le rédacteur en chef. « Essayez de me comprendre, ai-je dit. J'ai passé une nuit si difficile que ce matin j'étais abruti. »« Eh bien, vous auriez dû écrire ça, a-t-il déclaré, pisse-vinaigre. Les lecteurs aimeront savoir comment on vit quand on a 90 ans. Une secrétaire a biaisé. C'est peut-être un secret délicieux, a-t-elle dit en me regardant avec malice. Une rafale brûlante m'a embrasé le visage. Nom d'un chien, ai-je pensé. Rougir, c'est se trahir. Une autre secrétaire rayonnante m'a montré du doigt. C'est merveilleux, il a encore le chic de piquer un phare. Son impertinence m'a fait rougir par-dessus ma rougeur. Il a dû passer une nuit d'enfer, a renchéri la première secrétaire. Comme je l'envie. Et elle m'a donné un baiser qui a déteint sur ma joue. Les photographes se sont déchaînés. Vexé, j'ai tendu mon article au rédacteur en chef et lui ai dit « C'était une blague, le voici ». Et je me suis enfui, étourdi par la dernière salve d'applaudissements, afin de ne pas être là quand il découvrirait que c'était ma lettre de démission après 50 ans de galère. L'anxiété me poursuivait encore ce soir-là quand j'ai ouvert les cadeaux. Les linotypistes avaient raté leur coup avec une cafetière électrique pareille aux 3 autres que j'avais reçues pour mes précédents anniversaires. Les typographes m'avaient laissé un bon pour aller retirer un chat angora chez le vétérinaire municipal. La direction m'avait fait cadeau d'une prime symbolique. Les secrétaires de 3 caleçons en soie, estampillés de marques de baisers, et d'une lettre dans laquelle elles se proposaient de me les ôter. J'ai pensé qu'un des charmes de la vieillesse sont les provocations que se permettent les jeunes amis qui nous croient hors service. Je n'ai jamais su qui m'avait destiné un disque avec les 24 préludes de Chopin par Stéphane Askenaz. La plupart des rédacteurs m'avaient offert des livres à la mode. Je n'avais pas terminé de déballer mes cadeaux lorsque Rosa Cabarca m'a appelé au téléphone en me posant la question que je ne voulais pas entendre. « Qu'est-ce qui t'est arrivé avec la petite ?»« Rien, ai-je répondu sans réfléchir. « Comment rien ? Tu ne l'as même pas réveillée ? Une femme ne pardonne jamais à un homme de n'avoir pas daigné l'étreiner. » J'ai allégué que coudre des boutons ne pouvait être à ce point épuisant, et qu'elle avait peut-être faim de dormir par peur de passer un mauvais moment. « Ce qui est grave, a poursuivi Rosa, c'est qu'elle croit que tu n'es plus bon à rien, et je n'aimerais pas qu'elle aille le crier sur les toits. » Je ne lui ai pas laissé le plaisir d'avoir le dessus. « Même s'il en était ainsi, ai-je dit, elle est dans un état si déplorable qu'on ne peut pas compter sur elle, ni endormie, ni éveillée. C'est de la viande d'hôpital. » Rosa Cabarca s'est radoucie. « C'est parce que j'ai été obligé de boucler l'affaire trop vite, mais ça peut s'arranger, tu verras. » Elle a promis de confesser la petite et au besoin de l'obliger à rendre l'argent. « Qu'en penses-tu » ? « Laisse tomber, ai-je dit. Il ne s'est rien passé, et en revanche ça m'a prouvé que ce genre de galipette n'est plus pour moi. En ce sens, la petite a raison. Je ne suis plus bon à rien. » J'ai raccroché, envahi par un sentiment de libération que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Enfin à l'abri d'une servitude qui m'avait maintenu sous son joug depuis l'âge de 13 ans. À 7 heures du soir, je me suis rendu au théâtre de Bellas Artes comme invité d'honneur au concert de Jacques Thibaud et Alfred Cortot, qui ont donné une interprétation sublime de la sonate pour piano et violon de César Franck. Et à l'entracte, j'ai entendu des éloges insensés. Le maestro Pedro Biava, notre grand musicien, m'a presque traîné jusqu'aux loges pour me présenter aux concertistes. J'étais si impressionné que je les ai félicités pour une sonate de Schumann qu'ils n'avaient pas jouée, et quelqu'un m'a repris en public d'une manière désagréable. Le bruit a couru dans toute l'assistance que j'avais confondu les 2 sonates par ignorance pure et simple. Renforcé par l'explication fumeuse avec laquelle j'ai tenté de me rattraper le dimanche suivant dans le compte-rendu du concert.
Pour la première fois de ma longue vie, je me suis senti capable de tuer quelqu'un. Je suis rentré chez moi, persécuté par le diablotin qui nous souffle à l'oreille les réponses dévastatrices que nous n'avons pas données à temps. Et ni la lecture ni la musique n'ont pu mitiger ma rage. Par chance, Rosa Cabarca m'a tiré de mon égarement en poussant un cri au téléphone. « C'est formidable ce que j'ai lu dans le journal. Je ne pensais pas que tu avais 90 ans, mais 100. » Je lui ai répondu hors de moi. « J'ai l'air aussi décati que ça ?»« Au contraire, a-t-elle répliqué. J'ai été surprise de te voir en aussi bonne forme. Au moins tu n'es pas comme ces vieux dégoûtants qui se disent plus vieux qu'ils ne le sont pour qu'on les croie en bon état. » Et passant du coq à l'âne. « J'ai ton cadeau d'anniversaire. » Je n'ai pu dissimuler ma surprise. « C'est quoi ? » ?»« La petite, a-t-elle dit. Je ne me suis pas donné une seconde de réflexion. « Merci, ai-je dit, mais cette histoire-là appartient au passé. » Et elle, comme si de rien n'était. « Je te l'envoie chez toi, enveloppé dans du papier de soie et mijoté au bain-marie avec du bois de santal. Le tout gratis. » J'ai campé sur mes positions, et elle s'est lancée dans une explication oiseuse qui m'a paru sincère. Elle a dit que la petite était dans un triste état ce vendredi-là, parce qu'elle avait cousu 200 boutons à l'aiguille et au dé. Que, oui, c'était vrai, elle avait peur des viols sanglants, mais qu'elle était prête pour le sacrifice. Que, pendant la nuit passée avec moi, elle s'était levée pour aller aux toilettes, et comme j'étais plongé dans un sommeil si profond, ça lui avait fait de la peine de me réveiller, et que le lendemain matin, quand elle avait ouvert les yeux, j'étais parti. J'ai protesté contre ce qui me paraissait un mensonge inutile. « Enfin bon, a poursuivi Rosa Cabarca. Peut-être, mais de toute façon la petite est désolée. La pauvre, elle est juste devant moi. Tu veux que je te la passe ? » ?»« Grand Dieu, non !» me suis-je exclamé. J'avais commencé à écrire quand la secrétaire du journal a appelé. Elle m'a fait savoir que le directeur voulait me voir le lendemain matin à 11h. Je suis arrivé pile à l'heure. Le boucan des travaux de rénovation de l'immeuble était insupportable, et l'air irrespirable à cause de la poussière de ciment soulevée par les coups de marteau et de la fumée du goudron. Mais la rédaction avait appris à travailler dans cette routine chaotique. Les bureaux de la direction, en revanche, glacial et silencieux, appartenaient à un pays idéal qui n'était pas le nôtre. Marco Tullio, le troisième du nom, avec son air d'adolescent, s'est levé en me voyant entrer et, sans interrompre sa conversation téléphonique, m'a serré la main par-dessus le bureau et désigné un siège. J'ai pensé qu'il n'y avait personne à l'autre bout du fil et qu'il jouait la comédie pour m'impressionner. Mais j'ai vite compris qu'il parlait avec le gouverneur et qu'il s'agissait d'un dialogue difficile entre frères ennemis. De plus, je crois bien qu'il s'efforçait de paraître énergique devant moi, tout en demeurant debout pour discuter avec le pouvoir. On remarquait sa méticulosité maniaque. Il venait d'avoir 29 ans, parlait 4 langues, avait 3 diplômes internationaux. À la différence du premier président à vie, son grand-père paternel, qui s'était improvisé journaliste après avoir fait fortune dans la traite des Blanches. Il avait de l'aisance, un trop-plein de sérénité et d'élégance, et la seule chose qui mettait sa prestance en danger était une fausse note dans la voix. Il portait une veste de sport avec un orchidée naturel à la boutonnière, et on eût dit que pour lui, tout allait de soi, mais qu'il n'avait rien à voir avec la rue, et n'était fait que pour l'atmosphère printanière de ses bureaux. Moi qui avais passé presque 2 heures à m'habiller, j'ai senti la mortification de la pauvreté, et ma rage s'en est accrue. Qui plus est, le poison mortel était sur une photo panoramique du personnel salarié, prise lors du 25e anniversaire de la fondation du journal, où une petite croix au-dessus de la tête signalait ceux qui mouraient. J'étais le 3e sur la droite, avec mon canotier, ma cravate à nœuds larges et son épingle perlée, ma première moustache de colonel que j'ai portée jusqu'à l'âge de 40 ans, et les lunettes de séminaristes à monture de métal qui ne m'ont plus servi à rien passé la 50aine. J'avais vu cette photo au mur pendant des années dans différents bureaux. Mais ce n'est qu'à ce moment précis que j'ai été sensible à son message. Sur les 48 employés de la première heure, nous n'étions plus que 4, et le plus jeune d'entre nous purgeait une peine de 20 ans de prison pour divers assassinats. Le directeur a raccroché, m'a surpris en train de regarder la photo, et a souri. « Les petites croix, ce n'est pas moi, a-t-il dit. Je les ai toujours trouvées du plus mauvais goût. » Il s'est assis derrière son bureau et a changé de ton. « Permettez-moi de vous dire que vous êtes l'homme le plus imprévisible que j'ai jamais connu. » Et à ma grande surprise, il a pris les devants.
Je vous dis ça à cause de votre démission. J'ai à peine eu le temps de rétorquer. Toute une vie. C'est bien pour cela que ce n'est pas la bonne solution, a-t-il poursuivi. L'article lui avait paru magnifique. Tout ce que je disais de la vieillesse était ce qu'il avait lu de meilleur sur le sujet, et le terminer sur une décision qui ressemblait à un enterrement n'avait aucun sens. Une chance, a-t-il ajouté, que l'abominable homme de 9 heures l'ait lu au moment de la mise en page et qu'il lui ait semblé irrecevable. Sans consulter personne, il l'a rayé de haut en bas avec son crayon de Torquemada. Quand je l'ai appris ce matin, j'ai envoyé une lettre de protestation au gouverneur. C'était mon devoir, mais entre nous, je peux vous avouer que je suis très reconnaissant au censeur de son arbitraire. De sorte que je ne saurais accepter que vous mettiez un terme à votre collaboration. Je vous le demande du fond du cœur. N'abandonnez pas le navire en haute mer. Et il a conclu grandiloquement. Nous n'avons pas fini de parler musique. Je l'ai vu si déterminé que je n'ai pas osé aggraver notre désaccord par des arguments dilatoires. En réalité, le problème était que je n'avais aucune raison plausible de jeter le manche après la cognée, et j'étais terrorisé à l'idée de le contrarier une fois de plus pour gagner du temps. J'ai dû me retenir pour qu'il ne remarque pas l'émotion indécente qui me faisait monter les larmes aux yeux. Et comme toujours après tant d'années, une fois encore, nous en sommes restés là. La semaine suivante, en proie à la confusion plus qu'à la joie, je suis passé chez le vétérinaire pour prendre le chat que les imprimeurs m'avaient offert. Je ne fais pas bon ménage avec les animaux, pas plus qu'avec les enfants qui ne savent pas encore parler. Je trouve qu'ils ont l'âme muette. Non que je les déteste, mais je ne peux les supporter parce que je n'ai pas appris à composer avec eux. J'estime contre nature qu'un homme s'entende mieux avec son chien qu'avec sa femme, qu'il lui apprenne à manger et à jeûner aux mêmes heures que lui, à répondre aux questions et à partager ses peines. Mais ne pas aller chercher le chat des typographes eût été leur faire affront. C'était un splendide angora, à la peau rose, aux poils soyeux et aux yeux brillants, qui avait presque l'air de parler quand il miaulait. On me l'a remis dans un panier d'osier avec un certificat de pédigré et un manuel d'utilisation comme celui pour assembler les bicyclettes. Une patrouille militaire vérifiait l'identité des passants avant de les autoriser à traverser le parc San Nicolas. Je n'avais jamais rien vu de pareil et n'aurais pu concevoir une preuve plus déchirante de ma vieillesse. Ils étaient 4 sous les ordres d'un officier presque adolescent. Les soldats étaient des cutéreux, durs et taciturnes, qui sentaient l'étable. L'officier les surveillait, les pommettes colorées comme celles d'un andin sur une plage. Après avoir regardé ma carte d'identité et ma carte de presse, il m'a demandé ce qu'il y avait dans le panier. Un chat, lui ai-je dit. Il a voulu le voir. J'ai soulevé le couvercle avec précaution de peur que l'animal ne s'échappe, mais un soldat s'est approché pour regarder s'il n'y avait pas quelque chose caché au fond, et le chat l'a griffé. L'officier s'est interposé. « C'est un angora splendide, a-t-il dit. » Il l'a caressé en lui murmurant quelques mots, et le chat est resté tranquille, l'air indifférent. « Quel âge a-t-il » ? « Je ne sais pas, ai-je répondu. On vient de m'en faire cadeau. »« Je vous pose la question parce qu'on voit qu'il est très vieux, 10 ans au moins. » J'ai voulu lui demander comment il le savait, et bien d'autres choses encore. Mais malgré ses bonnes manières et son langage châtié, je manquais d'estomac pour parler avec lui. « Je crois que c'est un chat abandonné qui en a vu de dur, a-t-il ajouté. Observez-le. Ne l'habituez pas à vous, mais au contraire, habituez-vous à lui, et laissez-le faire, jusqu'à ce qu'il gagne votre confiance. Que faites-vous ? Je suis journaliste. Depuis quand ? Depuis un siècle. Je n'en doute pas, a-t-il dit. Et il m'a serré la main avec une petite phrase qui pouvait être un bon conseil aussi bien qu'une menace. Faites attention à vous. À l'heure du déjeuner, j'ai débranché le téléphone pour me réfugier dans la musique en choisissant des morceaux exquis. La rhapsodie pour clarinette et orchestre de Wagner, celle pour saxophone de Debussy et le quintet pour cordes de Bruckner. Un havre paradisiaque dans son œuvre cataclysmique. Soudain, je me suis retrouvé dans les ténèbres du salon. J'ai senti glisser sous la table une chose qui ne semblait pas un corps vivant, mais plutôt une présence surnaturelle qui me frôlait les pieds. Et j'ai bondi en poussant un cri. C'était le chat, avec sa magnifique queue en panache, sa lenteur mystérieuse, sa lignée mythique. Et je n'ai pu éviter de frissonner à l'idée que j'étais seul chez moi, avec un être vivant qui n'était pas humain. Quand 7 heures ont sonné à la cathédrale, une étoile solitaire et limpide brillait dans le ciel couleur de rose.
Un bateau a poussé un adieu déchirant, et au fond de ma gorge, j'ai senti se serrer le nœud gordien de toutes les amours qui auraient pu être et n'avaient pas été. Je n'en pouvais plus. Le cœur était sur le point de se rompre. J'ai décroché le téléphone, composé les 4 chiffres sans hâte afin de ne pas me tromper, et à la 3e sonnerie, j'ai reconnu la voix. D'accord, lui ai-je dit, avec un soupir de soulagement. Pardonne ma grogne de ce matin. Et elle, très calme. Ne t'inquiète pas, j'attendais ton coup de fil. Je l'ai averti. Je veux que la petite m'attende comme le bon Dieu l'a faite, et sans barbouillage sur la figure. Son rire guttural a résonné. Comme tu voudras. Mais tu te prives du plaisir de lui ôter ses nippes une par une. D'habitude, les vieux aiment ça. Je sais pas pourquoi. Moi si, ai-je répondu. Parce qu'ils sont chaque jour un peu plus vieux. Elle a considéré l'affaire conclue. Eh bien alors, ce soir à 10 heures tapantes, avant que la caille ne refroidisse.